Bon, ça nous est tous arrivé, mais Jack me contait qu'il a été témoin de manque de civisme au théâtre cette semaine. Les gens sur le téléphone cellulaire pendant La représentation. Quelle plaie. Les gens, ce sont de vrais acteurs là, qui sont là en vrai. Là. C'est pas beau. C'est pas beau. Quelle pièce? Quelle pièce, Jack? J'ai pas eu. Ah oui, que notre joie demeure. Ah oui. Parce qu'il m'en parlait, mais je l'écoutais à moitié. C'est ça notre relation. Est-ce que c'était bon, d'ailleurs, Jack, à part le téléphone? C'était bon. Je me suis pas... j'ai commencé le livre. Avez-vous commencé le livre? Je l'ai lu, oui. Je me suis pas... ma joie s'est essoufflée. Elle n'est pas demeurée. Non, mais j'étais dans une passe aussi. D'ailleurs, c'est pas... Je t'avais pas dit, Martin, que c'est ta bio de Gilles Lupien qui m'avait ramené. J'étais dans une passe où je commençais beaucoup de livres, puis J'accrochais pas. J'accrochais pas. Puis là, Martin m'a ramené. Fantastique. Il m'a ramené des morts. Je fais ma journée. C'était bon. Combien de mots, Gilles Lupien? 100 000? 110, 112 000. 110. Ça, c'est un très bon livre. Ça, c'est un très bon livre. Je sais pas, il y en a combien de mots dans Que notre joie demeure de Kev Lambert. Faudrait voir. Il n'y a pas beaucoup de virgules. Non. Mais c'est pas grave. C'est vrai que tout le premier segment, quand ça se passe dans une espèce de salon, là, une réception mondaine. Dans un party. C'est ce bout-là, c'est ça que j'ai dit. Ça dure quand même assez longtemps, mais... Ça m'a pas tant dérangé parce qu'il y avait des gens qui accrochaient là-dessus. La ponctuation était, absente. Elle n'est pas très présente. Mais ça non, c'est pas tant ça. ça. J'ai l'impression. C'est pas tant ça. J'aime la perspective où parfois t'es comme un peu le vent qui entre dans la pièce puis qui se promène de salle en salle. Non, tu vois qu'elle s'est restée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, c'est puissant. Ces mots sont quand même puissants parce que même si t'as pas accroché et tu t'es pas rendu plus loin, tu t'en rappelles. Moi aussi. Donc, on s'en imprègne. J'ai pas vu la pièce, ça l'a dit. J'ai bien aimé le livre. Mais en tout cas, si tu y vas, garde ton cellulaire dans tes poches. D'accord. C'est stagé. C'est stagé. Non, pas du tout. C'est du monde qui me... Ça, c'est excellent. Pourchasse. Non, mais le manque de civisme. Baisse le son pour la prochaine fois. Est-ce que je viens d'être de manquer de civisme? Tu viens de manquer de civisme dans notre balado. On est des vraies personnes, on est devant toi. Là. C'était accidentel. J'enlève ça tout de suite. C'est drôle, Martin McGuire, son téléphone a sonné hier pendant le point de presse avec Martin Saint-Louis. Et ça a donné lieu à un moment cocasse quand même. C'était 11h10. Il dit, c'est quoi, c'est l'heure de te réveiller? Oh. Ben, le sourire aux lèvres. OK. Oh, oui, c'était sympathique. John Tortorella était spectaculaire. Quand si tu veux pas que ton téléphone sonne pendant le point de presse d'un coach, il me semble que c'est lui. Hein? C'est sûr que tu dois avoir une petite goutte de sueur là, qui commence à descendre. Ouais. Il me semble que c'est lui. OK, bon. Sinon, fait que t'as pas lu ça, Que notre joie demeure. Qu'est-ce que tu lis? Lis-tu en ce moment? Je suis en train de lire la biographie de Pete Rose. Ah, toujours la même affaire. Ah ouais? Toujours un coach, toujours du baseball. Mais ça le sert dans son travail, tandis que moi, je me sers moins de Que notre joie demeure. Non, mais c'est bien, quotidien. il faut être multidisciplinaire. Oui, tout à fait. C'est que c'est bon. J'ai le livre précédent, c'est la biographie d'Alex Navalny. Fait que ça aussi. Ah ouais, bon, là, on est ailleurs. Il jouait à quoi, lui? Il jouait à, c'est ça. Je t'attendais. À la roulette? Non. Oh là là, non, on n'ira pas là. C'était pas un jeu de fun. Bon. Mais j'aime beaucoup les bios, cela dit. C'est un genre que je consomme. Puis Pete Rose, ça doit être pas pire. Ouais, il y a deux, trois affaires. Personnage complexe. Toi, qu'est-ce que tu lis-tu? Oui, je lis en ce moment un livre de Donna Tartt, qui est comme un peu un genre de polar, là, si on veut. Qui fait du bien, un petit peu. Ça, honnêtement, j'aime ça, moi. Quand justement, tu disais, je suis dans une passe un peu, j'ai moins le goût de lire, j'accroche moins, tout ça. Je trouve que c'est plus facile, c'est divertissant, ça happe un bon polar là, assez rapidement, puis c'est très, très bon. Le maître des illusions. Lige, actuellement. Un bon titre. Oui. Très bien, très bien. OK, aujourd'hui, côtoyer l'excellence. Il faut sauver le soldat Veleno et McDavid parle en parabole. Bon, c'est pas tout à fait ça, là, mais ça me tentait. C'est Tellement Hockey, épisode 495. Votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Martin. Il est votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupard. Je suis pas sûr que je suis d'accord. Tu dis c'est rare qu'ils sont des joueurs de même. 7 ans de suite, il y en a plus. Les meilleurs, c'est rare
qui n'ont pas cette progression-là. Mais je parle en termes de points, là. Mais je dis la même chose. Okay. C'est rare que les bons joueurs n'ont pas cette progression-là. Ils vont avoir des années un petit peu... C'est pas parce que tu vas chercher 95 points, on va dire, l'année d'après, tu en as cherché 89. C'est-tu une baisse? Je pense pas que c'est une baisse. T'sais. Et ces joueurs-là, ils progressent, puis ils restent dans leur fenêtre là, de production là, pendant longtemps. Puis nous autres, qu'est-ce qu'on aime de Suzy, c'est que c'est la progression, mais c'est pas nécessairement les chiffres. Je pense que les chiffres vous parlent plus que nous autres. C'est son comportement sur sa game, 200 pieds. Qu'est-ce qui amène notre équipe, pas juste sur la glace. Fait que, je sais pas, j'ai répondu à ta question. Mais quand même, on est content de la progression de Suzy. Puis je pense que ça vient avec aussi... Les autres alentours de lui progressent aussi. Fait que c'est pas une ligne. Suzy, c'est pas un joueur un contre un. Il est capable de jouer une game one-on-one, mais il comprend beaucoup que la game n'est pas one-on-one. Fait que, quand la game collective s'améliore alentour de lui, puis les joueurs individuellement s'améliorent alentour de lui, ça l'aide toujours la production côté chiffre. OK? Fait que c'est pas une chose, mais moi, je suis pas surpris, puis c'est pas rare que les bons joueurs, ils progressent de même. Bon, alors, est-ce qu'il a répondu à ta question? Martin Saint-Louis dans un échange. Un échange avec Alexandre Gascon. Une obstination. On s'est engueulé. Un argument. Un argument. Non, mais c'est du choc des idées que naissent les idées justes. Oui, en fait, c'est parce que lui, il a pris progression dans le sens plus philosophique, développement plus philosophique du terme, si je peux dire. Tout était statistique. Je parlais d'un pur point de vue statistique. Oui, c'est extrêmement rare qu'un joueur d'année en année améliore ses chiffres sur une séquence de 5-6 saisons comme ça. Non, ils font tous ça. Continue. Les Martins, hein? C'est comme les Martins. C'est très rare pour une raison simple, parce qu'il peut survenir des blessures. Ton équipe tu peux arriver, tu as une excellente équipe, tu passes à travers une reconstruction, tu es moins bien entouré. Il y a plein de facteurs, il y a plein d'éléments qui font en sorte que c'est difficile d'améliorer sa production offensive, parce que c'est de ça dont il s'agissait. C'est peut-être là-dessus, là. Ils veulent pas en parler. Il n'a pas tout à fait compris. Parce il y a juste les autres que ça intéresse. Si je fais 95 une année puis que je fais 89 l'année suivante, est-ce que c'est une baisse? Oui. Oui. D'un point de vue statistique, oui. Donc, c'était juste... Mathématiquement, c'était juste ça la question. Et aussi parce que les très, très bons joueurs, les joueurs d'élite, vont souvent atteindre des plateaux très élevés très rapidement. Donc, forcément... Je connais pas Nick Suzuki. Ce qu'il n'était pas quand il est arrivé dans la Ligue. Il s'est développé tranquillement. Ça a toujours été un bon joueur. Mais je fais une blague en passant. Non, mais c'est pas, je veux pas que nos auditeurs pensent que je dis que Nick Suzuki n'est pas un joueur d'élite. Ils sont assez brillants pour avoir... C'est le titre du balado. Pour avoir Leclerc, 2 points. Suzuki, pas élite. Ben non, tout le monde comprend ces insinuations. Mais bref, pour toutes ces raisons-là, et c'est ça, je disais, les joueurs d'élite, Mario Lemieux, s'il a fait... je sais pas moi, 150 ou 140 points à sa deuxième ou à sa troisième saison, c'est dur de toujours faire mieux. Donc, il y en a souvent qui vont avoir une petite baisse. Mais dans le cas de Suzuki, ce qu'on a observé, c'est que chaque année, il a réussi à s'améliorer. Sauf entre la première et la deuxième. Il a le même nombre de points, 41, mais à sa deuxième saison, il l'a fait en 56 matchs plutôt qu'en 71. Puis après ça, ça augmente tout le temps. Puis là, l'année dernière, il était à 89. Cette année, en ce moment, il est à 85. Si tout va bien, il va franchir ce cap-là. Donc, c'est pour résumer la petite histoire là, de cette engueulade, cette empoignade. Tout ce que je voulais dire, toi, c'est qu'en 2032, il va être incroyable. Il va faire 200 points. Ouais. C'est ça. Le premier joueur de 300 points de l'histoire de la Ligue. Exactement. Mais bref, c'était pour éclaircir les choses. Sinon, oui, il a été question de ça, parce que c'est quand même phénoménal ce que le capitaine du Canadien de Montréal accomplit depuis quelques saisons maintenant. C'est une progression statistique, mais comme Saint-Louis l'a souligné, c'est surtout dans l'ensemble de l'œuvre. Puis Caden Goulet disait, premièrement, il n'a jamais manqué de match de sa vie dans la LNH, donc ça aide. J'imagine qu'il pouvait pas se reconnaître là-dedans, mais il aurait aimé ça, lui, pouvoir bâtir sur cette charpente-là sans jamais être blessé. Quand il est arrivé, ils avaient une bonne équipe. Il a commencé comme ailier sur le 4e trio. J'ai dit oui, en effet. Il a monté tranquillement les échelons dans la hiérarchie de l'équipe. Donc, ils étaient pas mal au début. Ça a été plus compliqué après. Ça a été le cœur ou la pièce centrale d'une reconstruction.
passe à travers cette reconstruction. L'équipe se qualifie en série l'année dernière. Il commence à y avoir des attentes. Donc, il y a énormément de vécu. Et Goulet disait c'est probablement, entre autres, ce qui l'a aidé, outre évidemment son intelligence et tout ça, le fait qu'il travaille fort, à continuer à se développer année après année et en faire le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Puis si on en parlait hier, c'est forcément parce que après cette soirée là, magique pour le premier trio contre les Highlanders samedi soir, tout le monde a amassé beaucoup de points, mais il y a des plateaux extrêmement rares pour le Canadien de Montréal et extrêmement intéressants qui sont à la portée de Nick Suzuki, c'est-à-dire les 100 points, et de Cole Caulfield, des 50. Les 50. On a beaucoup parlé des 50 de Cole, un peu moins des 100 de Nick, mais je ne veux pas non plus là, faire 20 minutes là-dessus, mais c'est pas dire un peu la même chose aussi quand... parce que est-ce que c'est si rare que ça qu'un attaquant ajoute année après année? Oui, c'est ça. Parmi mais est-ce que... Sportsnet avait sorti une statistique là-dessus, puis parmi les joueurs d'élite, le seul à l'avoir fait plus de 5 saisons de suite, je pense dans l'ère moderne, là, c'était Adam Oates. Il avait fait 6 ans d'affilée, mais si vous regardez Wayne Gretzky, une année, il va faire 180 points, l'autre 160. C'est moins. Il n'était pas moins bon, là. Mais c'est là que j'allais, c'est qu'il c'est peut-être un peu ce que Saint-Louis disait. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est qu'il y a clairement. des circonstances. Il y a un paquet de circonstances et la chronologie de Goulet c'est une ascension, donc c'est cohérent. Sans compter qu'il faut être bien entouré, il faut rester en santé, donc évidemment, il y a plein de facteurs qui influencent ça. Là. Mais il y a juste c'est aussi un tribut à justement sa longévité, sa constance. C'est de ça dont ça témoigne aussi. Le fait de ne pas être blessé, je ne dirais pas que c'est un art, mais ça n'arrive pas par hasard. Et ça, Martin Saint-Louis l'a déjà dit. C'est sûr que ça prend des prédispositions physiologiques. Il y en a des joueurs qui, pour le dire simplement, sont plus fragiles que d'autres, mais il y a aussi une façon de se protéger, une façon de jouer. De se préparer. Forcément, qui peuvent faire en sorte, ces façons-là, qui vont mettre les chances de ton côté, disons. Mais il y a juste nous autres que ça intéresse, les 100 points. Il y a juste nous autres. Ouais. Les dirigeants d'équipe se préoccupent. Non, pas les joueurs non plus. Non. Suzuki l'a dit. Oui, ça serait un plateau intéressant. Là. Ce serait un bel accomplissement, mais si ça n'arrive pas, je m'en fous. C'est un peu ça. Je regarde le classement, mais c'est pour voir qu'est-ce que Nikita Kucherov fait. Et là-dessus, il n'est pas seul, honnêtement. C'est assez impressionnant. Mais la culture est très forte au hockey là-dessus. Les joueurs ne veulent jamais, devant les micros, parler d'accomplissement personnel. Ils ne veulent pas parler d'eux. Le gars marque 3 buts dans un match. Mes coéquipiers ont été bons. Le gardien fait un blanchissage. Les gars ont récupéré les retours autour de moi. C'est comme ça. Mais... C'est pas dans la NBA qu'on aurait vu ça. Mais mon bâton, j'ai une bonne palette. J'ai une bonne palette. Merci à tous les fabricants. Mais quand les réflecteurs, j'imagine, j'ose imaginer. Ce serait... Le contraire serait anormal un peu. Non, c'est normal de regarder sa production. Tout le monde veut survivre le plus longtemps possible dans la Ligue nationale, veut avoir la plus belle carrière possible. C'est normal de regarder tes statistiques personnelles, d'essayer de jauger ta... C'est souvent ta valeur qui en découle. La valeur de toi, c'est ça. Alors, à l'argent. Tout ça est lié à ce que tu gagnes, est lié au rôle que tu occupes dans ton équipe. Tout le monde regarde un peu ça. Ouais. Non, puis le symbole serait très puissant, là. Quand même, tu sais, je veux dire, tu es un marqueur de 100 points dans la Ligue nationale, tu vas être un marqueur de 100 points toute ta vie, tu vas l'avoir fait. Oui. Ils ne sont pas si nombreux à l'avoir fait, là. Avec le Canadien, il y en a combien, vous pensez, de gars qui ont... je t'ai élu 5, ça se peut-tu? Je pense que je l'ai pas mis. Je l'ai peut-être mis. Tu l'as mis à la fin. Suzuki serait le 5e. J'aurais aimé ça que tu mettes, tu as dit, le dernier, c'est Mats Naslund. Ouais. Il me semble que tu as dit que c'est ça qui serait le 5e. J'aurais aimé ça que tu mettes les autres. Qui étaient les autres? Marqueur de 100 points. Mais très rapidement, Tiggy, Schott l'a fait. Ah ouais? Je pense que son année de 60 buts, il avait 45 passes. Et quand même, et Frank Mahovlich l'a fait 2 fois. OK. Il y a 10 saisons au total, mais accomplies par 4 joueurs. Lafleur en a 6. Mahovlich 2. Schott et Naslund. Fait que finalement, comme dirait Mario, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a plus de marqueurs de 50 buts avec le Canadien qu'il y a de marqueurs de 100 points. Ce qui est, normalement, c'est l'inverse. Là. C'est plus difficile, et Suzuki l'a confirmé, c'est plus difficile d'atteindre 50 buts que 100 points. Mais avec le CH, pour une raison ou pour une autre, il y a 6 joueurs qui ont déjà marqué 50 buts, mais il n'y en a que 4 qui ont atteint la barre des 100 points.
on en apprend des affaires, pareil. Moi, une affaire que j'ai appris en lisant justement les commentaires de Kaiden Goulet sur l'ascension, ou enfin la trame, la chronologie qui mène peut-être Nick Suzuki jusqu'à ce club select, c'est qu'à la fin, il a dit « Et maintenant, il joue dans... On est une bonne équipe, on est rendu une bonne équipe dans la LNH. » Et c'est dans ce contexte-là qu'il s'épanouit. Puis j'ai fait « Ah ouais! » Mais... Parce que, tu sais, dans les dernières semaines, on était un peu, il faudrait pas qu'ils connaissent une mauvaise semaine. Ça pourrait leur glisser entre les mains. Mais c'est une bonne équipe. Est-ce qu'ils sont ça? Est-ce qu'ils sont ça, une bonne équipe de la LNH? Ils sont 7e au classement. non, puis genre, depuis, pas juste cette année, là, je pense, j'entendais qui dire... je pense que c'est Renaud Lavoie qui disait depuis que Carrier s'est amené, là, je pense pas que c'est nécessairement cause à effet, mais au mois de décembre, si on prend cette date-là, je pense qu'il disait que le Canadien était 4e dans la Ligue ou en affaire de même. Tu sais, des trucs un peu... Donc, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, c'est une jeune équipe. Et ce dont on parlait au cours des derniers 4 ou 5 balados, c'est une bonne équipe, c'est une jeune équipe, on la juge sévèrement pour une jeune équipe, mais si elle veut passer à l'autre étape, il faut qu'elle joue mieux que ça défensivement. Et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas solides défensivement. Et dans la dernière semaine, au moins, on a vu une volonté réelle de redresser la barre. Et ça, c'est encourageant. Puis, Kaiden Goulet, dans le vestiaire, après le match de samedi... contre les Islanders, racontait que, les joueurs s'étaient parlé dans le blanc des yeux après les défaites contre San Jose et Edmonton. Et il disait, là, on s'est dit, c'est faux. On ne peut pas sortir. On a pensé qu'on était suffisamment fin, suffisamment intelligent pour dévier du plan puis avoir du succès pareil. Puis on s'est rendu compte que non, que ça ne fonctionne pas. Et on s'est parlé dans le blanc des yeux et on s'est dit que là, tout le monde, on va le respecter, ce plan-là, et qu'on va jouer comme une équipe difficile à affronter. On va jouer physiquement et on n'acceptera plus de se faire bousculer par personne. C'est là que ça arrête. Et là, il disait, après 3 matchs, on peut dire que c'est parti et on ne reviendra plus en arrière. Alors, il disait avec beaucoup de conviction et je trouvais ça intéressant. Lui-même a disputé 2 Oui. Il a mis son argent là où sa bouche est. Tout à fait. Exactement. Il a commencé le match contre les Islanders avec une très sévère mise en échec sur Duclair, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Il a donné le ton au match. Mais bon, s'ils sont tous dans cet état d'esprit-là, c'est une équipe, même dans les pires moments de la reconstruction, qui montrait quand même toujours des bonnes intentions. C'est une équipe qui essayait de donner 100% à tous les soirs, qui ne sortait pas pour se faire dévorer. Là. Il y avait un désir de donner l'effort maximal, même si on n'était pas équipé pour rivaliser avec les meilleures formations. Alors, tant mieux si ils ont décidé de prendre ce virage-là. La meilleure façon de régler un problème, c'est de le reconnaître. Et une fois qu'il est reconnu, ben c'est plus facile de garder tout le monde imputable. Alors, j'ai trouvé la dernière semaine intéressante. Puis, durant cette semaine-là, il y avait beaucoup été question des gardiens les semaines précédentes, mais là, la vie a été plus facile pour les gardiens parce que on donnait pas des surnombres à répétition, puis on donnait pas des chances de marquer là, de façon industrielle, à un rythme industriel aux adversaires. Fait que, tout se stabilise quand tout le monde est conscient du jeu défensif. Puis, on verra ce que ça donnera, mais ça a donné 2 victoires importantes contre des équipes qui pourchassaient le Canadien. Goulet, c'est ça, incarne ça, ce dont tu viens de parler. Et j'imagine que quand il est... Parce qu'il a parlé de ça aussi, là, veut pas, après une absence comme celle qui... Comme sa plus récente. 3 mois. Ouais. C'est pas toujours évident, de rembarquer en selle. J'imagine qu'il y a comme un alignement là, où est-ce qu'il se sent mieux, il prend plus de responsabilités, il montre des choses, puis et ce qui fait qu'il peut en parler. Parce que tu peux pas vraiment sortir dans
devant les Kodak, dire là, faudrait qu'on arrête alors que tu te cherches. Ben, il l'a fait avant le match contre les Bruins, donc au début de la semaine dernière, alors que le Canadien sortait d'une fin de semaine très difficile. Et, L'incluant, oui, c'est ça. Lui-même ne connaissait certainement pas de bons moments. Et puis, il n'a pas eu peur de faire face aux caméras puis de dire ce qu'il pensait. Tu sais, Goulet, là-dessus, je pense qu'on peut vraiment reconnaître son franc-parler. C'est ça, cette franchise. C'est une excellente auto-évaluation de lui-même. C'est un petit gars intelligent, tu sais, puis ça paraît. Donc, oui, il avait dit que ça ne marchait pas. En fait, il avait dit tout haut ce que tout le monde disait déjà tout haut ailleurs. Ce que tout le monde savait. Et il a connu 2 très bons matchs. Ça a été plus compliqué contre les Red Wings jeudi. J'oserais dire à l'image du Canadien qu'il avait quand même disputé un assez bon match dans l'ensemble, mais quand même. Mais, règle générale, ça s'est stabilisé. Alors oui, et le Canadien a besoin de Kaiden Goulet. Oui. Ils ont besoin de ce défenseur-là, de ce style-là qui est très rare dans l'équipe, qui manque, en fait, qui n'ont pas, ou presque. Si le CH veut se qualifier en série, mais essayer de faire un peu de dégâts, là, sait-on jamais, il va falloir que Kaiden Goulet s'impose comme une force en défense, qu'il devienne un des atouts, un des piliers, qui puisse jouer physique, qui fasse le ménage devant le filet. C'est une défense très agile, très mobile, très rapide, talentueuse, excellente pour relancer l'attaque. Et évidemment, ça en prend dans le hockey moderne, mais on a l'impression parfois qu'elle est peut-être trop homogène un peu. L'entraîneur a toujours lutté contre cette idée-là en disant il y a d'autres façons d'être physique, on est capable d'être physique, etc. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Des fois, être physique aussi, c'est être physique. C'est être plus fort que l'autre. C'est le tasser, c'est 93, c'est plus que 89. Des fois aussi, exact. Ça, 93, ouais. ça donne plus que 89. Donc, et Goulet est probablement le seul. Évidemment, j'exclus Arbor Xhekaj de l'équation parce qu'il joue pas ces temps-ci, ou peu. Puis quand il joue, c'est ça, c'est très peu. Struble aussi, il est capable d'être assez costaud, assez robuste. Jayden Struble est très, très fort physiquement, même si c'est pas un matamor de 6 pieds 4, 220 comme Xhekaj. Mais étant donné qu'ils ont des rôles limités dans cette équipe-là et qu'en série, on peut croire qu'ils le seraient davantage, leur rôle, bien, Goulet devient essentiel. S'il est capable de conserver ce niveau-là, il devient essentiel à cette brigade défensive-là. Puis on en a parlé en se disant jusqu'où il peut aller, est-ce qu'on l'a surestimé, etc. Là, il est dans... Je pense qu'il entre un peu là, à ce moment de sa carrière où il faut qu'il remplisse les promesses qu'on voyait en lui et qu'il démontre sa pertinence avec l'équipe, qu'il s'affirme vraiment. Je sais que ça n'a pas été de sa faute. Je sais qu'il a manqué à peu près 40% des matchs du Canadien depuis qu'il est entré dans la Ligue nationale. Moi, je commencerais avec ça. Il faut qu'il reste dans la Ligue. C'est ça, je commencerais avec ça. Il faut qu'il reste dans la formation, c'est certain, mais il faut aussi que ça se passe. Ouais. Puis là, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Je trouve ça intéressant ce qui se passe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a je sais pas, peut-être un mois et demi, les blessés revenaient tous au jeu à peu près en même temps. Puis j'avais noté que pendant certaines éclipses, là, j'appelle ça des éclipses, à un moment donné, entre le 21 décembre et le 8 janvier, il manquait 5 joueurs. Il manquait Newhook, Goulet, Evans, Lainé n'est pas là depuis un bout de temps. Début janvier. Dak, etc. Puis le Canadien avait connu ses meilleures séquences offensives depuis très longtemps. Là, entre le 21 décembre et le 8 janvier, meilleure séquence offensive depuis 2015. Entre le 15 novembre et le 8 janvier, meilleure séquence offensive depuis 2007-2008. Et les gars, les remplaçants qui étaient arrivés dans l'alignement avaient comme tous trouvé des rôles. Il y avait une zone de confort ou de chimie qui s'était installée. Ça avait cliqué vite. Ça avait cliqué. Quand tout le monde était revenu à peu près en même temps, la machine s'était mise à avoir des soubresauts, à être moins performante. Puis, on disait à ce moment-là, c'est fâchant un peu ça quand tu es entraîneur, parce qu'il faut que tu recommences à jouer avec ta machine, à essayer de peaufiner, trouver les réglages pour que ça fonctionne. Puis c'est un peu tu fais ce sacrifice-là en te disant ça va être mieux. Avec mes meilleurs joueurs, éventuellement, ça va être mieux. Ouais. Puis là, tu regardes,
Bon, Evans est revenu, il a été absent juste 3 semaines, mais il est revenu. Là, il a trouvé des joueurs qui ont un peu plus de flair offensif. Il est un petit peu mieux entouré. Ça va bien pour lui. Newhook est revenu. On l'a placé, il est au sein du deuxième trio. Il est en train de déployer ses ailes tranquillement. Goulet, là, il vient de se mettre en marche. Ouais. Et son absence avait été longue. C'est difficile quand tu soignes une blessure abdominale de t'entraîner fort. Là, tu ne peux pas aller au gymnase puis faire des squats en même temps en disant pendant ma convalescence ou comme un gars qui est blessé à une épaule, il peut continuer à faire du vélo stationnaire, il peut continuer à travailler autre chose, mais quand tu es blessé au corps, quand tu es blessé à la ceinture abdominale, tu es limité. Et quand il est revenu au jeu, Goulet, c'était évident, tu le voyais sur la patinoire, il avait l'air faible, il avait l'air manqué de force physique sur la patinoire. Et là, les gars sont capables de s'entraîner en gym quand la saison reprend, même si le rythme est effréné. Là. Après les matchs, les gens ne voient pas ça, mais les gars vont tous au gym après les matchs pour lever des poids et tout ça. Mais là, on voit que... Parce qu'ils perdent de la masse musculaire beaucoup durant une saison, c'est souvent ça. Oui, ils essaient de limiter les dégâts. Ils essaient de faire de la maintenance. Ils sont, à partir du jour 1 où ils se présentent au camp d'entraînement, c'est de la décroissance. Tu gères la décroissance. Mm-hmm. Mais là, Goulet, on voit que physiquement, il est capable plus de compétitionner. Là, il avait de la difficulté à gagner des batailles pour la rondelle. C'était pas le même joueur qu'on avait connu. Fait que là, ça se place. Dak est reparti sur la liste des blessés, mais quand même... Ça aide. Ça prend des blessés. Hein? Anderson aussi sur la liste des blessés. Ça fait partie des aléas. Mais c'est ça, Goulet, on disait qu'il avait un rôle important dans cette brigade défensive-là. Ça va aider. S'il redevient le joueur qui est capable d'être, ça va aider beaucoup. Et il me semble que, parce que tu disais, Alex, Struble a quand même un rôle limité. Je n'ai pas regardé là, exhaustivement, mais son temps de jeu et dis pas ça du dernier match. Je te dis pas, là, je te contredis pas, mais je voyais là peut-être poindre un semblant de stabilité. Surtout que c'est ça, que Arbor Jackay, c'est quand la dernière fois? Est-ce que c'est en train de se placer, ça aussi? Puis est-ce que c'est relié, justement? Parce que si tu as un Goulet en forme, soudainement, Jackay est moins indispensable. Jackay était peut-être indispensable quand Goulet n'était pas là, parce qu'il y a tellement peu de gars qui sont capables de brasser un petit peu, ou enfin, Goulet, c'est pas quelqu'un qui brasse, mais ça reste quelqu'un qui est capable d'être physique, ou enfin, qui est capable que ça paraisse là, quand il est physique. C'est quand la dernière fois que Jackay a joué? Je l'ai vu dans le vestiaire. C'est le 15 mars, je pense. Ah, je pensais que ça faisait plus longtemps. Non, il a joué contre les Ducks. OK. C'est ça. Donc, il a joué un des 5 derniers matchs. Mais reste que... Même un des 6 derniers. Ouais, un des 6 derniers. Mais on n'est plus dans l'alternance, là. Presque à chaque match. Ouais. Jackay n'a jamais réussi à se rendre indispensable et c'est ça son grand problème parce qu'avec les atouts qu'il a, il aurait dû, ou du moins... Il avait des atouts pour... La porte était ouverte à ça. Effectivement, Jayden Struble, son temps de glace a augmenté depuis son retour dans la formation. Donc, dans les 3 derniers matchs, il a joué près de 14 minutes, 13 minutes, 15 minutes pratiquement contre les Highlanders. Mais il joue avec Hudson, non? Il joue avec Hudson. Et ça va relativement bien, les deux ensemble. C'est sûr que le fait que le Canadien a pu se détacher en 3e période, tu peux rouler un petit peu plus aisément et sereinement tes duos de défenseurs. Mais c'est vrai qu'effectivement, depuis son retour dans la formation, cette semaine, je trouve qu'il a donné du bon hockey. Tant mieux parce que ça fait maintenant 2 ans, même un peu plus, que le Canadien attend qu'il y en ait un des deux qui se démarque. Là. À peu près n'importe qui peut jouer bien avec Lane Hudson. Tu as une chose à faire, c'est de donner la rondelle à Lane Hudson. C'était pas évident. Il n'avait peut-être pas compris, je sais pas. Non, mais c'est comme les gars qui jouaient avec André Markov. Là. Donne la rondelle à Markov. Commissaire a fait une belle... Commissaire a compris très vite ça. C'est ça. Il est devenu riche avec ça, Commissaire. Il y a des gens qui sont mis à croire qu'il était un bon défenseur, mais c'est ça. Tu as un gars qui est un des meilleurs de la Ligue nationale pour distribuer la rondelle. Donne-lui la rondelle, ta vie va bien se passer. Ça va bien aller. Bon, c'est bien beau, là, la défense, mais on est témoin là, de tu parlais de soirée magique. Ce premier trio, c'est... Des fois, c'est de l'enflure volontaire pour
Ah oui, c'est du spectacle. Mais on fait. C'est un peu un spectacle qu'on fait. C'est un peu ce qu'on fait. Ouais. C'est de l'esbrouf. D'ailleurs, on vous demandait de ranger vos cellulaires quand vous nous écoutez. À moins que vous nous écoutiez sur le cellulaire. Non, mais brièvement, là, parce que c'est vrai que c'était toute une soirée samedi. Puis, moi, je vais parler de Joe Veleno, mais je pense qu'il faudrait parler un petit peu de j'écoutais mon intro. J'étais surpris. J'ai été surpris d'entendre le nom de Joe Veleno dans ton intro. D'accord. Parle-nous-en de Joe Veleno. Ouais, c'est parce que... Vas-y. Moi, je trouve que pour un gars qui joue 12 minutes, on dit souvent un bon défenseur, si tu le vois pas, c'est bon signe. Moi, je trouve qu'un attaquant de soutien, quand tu le vois, c'est bon signe. J'ai trouvé qu'il s'était mis, avec avec très peu de choses, en faisant très peu de choses. Mais il patine, il est dynamique. On le voit en échec avant. Et en plus de ça, j'avais des flashbacks là, du premier trio d'il y a 6 ans, là, parce qu'il y a le même numéro que Thomas Tatar. Mais moi, on l'avait pas vu depuis longtemps, puis on a beaucoup parlé là, de cette chaise, pas de cette chaise musicale, mais oui, de cette chaise musicale-là, avec tout le monde qui était en santé. Je trouve que le Canadien a un meilleur 4e trio avec un joueur de ce profil-là qu'avec d'autres. Je voulais juste le souligner. Avec Josh Anderson, par exemple? Non. OK. Parce que c'est lui qui remplace en ce moment. Je sais. Mais mettons, quand il va revenir, faudrait peut-être se demander si Joe n'aurait pas droit à son tour une fois de temps en temps, là, même quand tout le monde est en santé. Non? Peut-être. C'est anecdotique. Veleno, il patine bien. Il est intense. Il est bon en échec avant. Il est responsable défensivement. Il fait pas de gaffe, vraiment. Il ne place jamais son équipe en difficulté. La seule chose, c'est qu'il écoute l'aiguille de il ne fait pas bouger l'aiguille dans l'autre sens. De contribution positive offensivement. Il ne fait pas bouger cette aiguille-là. Mais c'est drôle parce que j'étais, comme Alex n'était pas là samedi, j'étais avec Sœur sur la passerelle. Et c'est ça, on se dit, il joue bien, il y a un bon match Veleno ce soir. C'est vrai qu'il joue bien, mais c'est ça. Et c'est quand même particulier de voir, c'est un joueur jusqu'à un certain point offensif dans les rangs juniors. C'était pas un phénomène offensif. Là. Il y a eu une grosse saison à sa dernière année. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Qui était sa 4e. C'est ça. À ta 4e année, si t'as pas un soubresaut offensif. Surtout quand tu as reçu le statut de joueur exceptionnel. Là. C'est ça. Alors, mais je trouve qu'il livre pas. On devrait s'attendre à plus offensivement de sa part. Mais depuis le début de la saison, il était comme un métronome. Là. Il travaille fort, il est présent, mais il ne fait pas bouger l'aiguille offensivement. Et ça, à un moment donné, il faut que tu sois capable de faire ça une fois de temps en temps pour garder une place constante dans l'alignement. Mais cela dit, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas beaucoup bouger l'aiguille offensivement chez le Canadien. Là, tu regardes, le match de samedi, le premier trio a été exceptionnel. 13 points, une récolte de 13 points, 5 buts de marqués. Mais tu regardes dans la dernière semaine, on dit que le Canadien a bien joué, il a été bon défensivement. Le premier trio a marqué 8 buts sur 11. Là. Puis Goulet en a marqué un sur un tir dévié. Un tir dévié devant le filet. Ouais. Fait que les autres attaquants de l'équipe, dans une semaine, ont marqué 2 buts. Il y en a un qui a été marqué par Anderson, qui est sur la liste des blessés présentement. Alors, ça va. Ouais. Ça prend plus de profondeur que ça. Là. Et le premier trio, parce que tous les joueurs du premier trio connaissent une saison exceptionnelle, font un petit peu oublier le manque de profondeur ou le fait que le deuxième trio a commence à disparaître de considérablement ralenti. Là. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est ça. Moi, je me demandais à quand la séparation des membres de ce trio-là ou la restructuration c'est encore pertinent. De l'alignement. Parce qu'on se posait cette question-là la semaine passée. Oui, je vous ai écouté. Mais je pense que oui. Puis j'en avais parlé avec Godin. Puis on était arrivé à la même conclusion, chacun de notre bord, avant de s'en parler. Les grands esprits se rencontrent, ils disent. Là. C'est un peu ça. Mais mais j'aurais bien... Moi, ils ne m'ont pas rencontré. Non, mais toi, t'es au-dessus des comme Dieu. Mais bon, c'est peut-être un peu fort. Non, juste un petit peu. Mais là, les esprits, qu'est-ce qui est au-dessus de l'esprit? Il me restait pas beaucoup d'options. T'avais pas tant de jeux, j'avais plus beaucoup d'options. Mais j'étais assez d'accord sur le fait que j'aimerais ça voir peut-être Kapanen sortir de cet environnement-là. Là.
il aurait besoin de respirer un autre air, j'ai l'impression. Et Slavkovski apparaît comme un candidat naturel pour jouer avec Newhook et Demidov. C'est un trio que j'aimerais voir, mais peut-être que Martin Saint-Louis n'est pas à l'aise avec ça à ce point-ci de l'année, surtout quand le premier trio fonctionne à pleine vapeur comme ça. Et Alexandre Texier, qui est excellent depuis qu'il est revenu au jeu, à mon humble avis, probablement parce que là, il y a plus de, il se sent bien, il n'y a plus de petits pépins de santé et tout. Il serait capable d'aider, de faciliter le travail, de faciliter la vie de Suzuki et Caulfield, sans nécessairement remplir le filet comme Slavkovski le fait, mais faire en sorte qu'eux peuvent continuer à faire des dégâts. Donc, oui, je pense que c'est encore pertinent parce qu'ils vont avoir besoin de contributions autres, là, de profondeur à l'attaque. Newhook fait sa part, cela dit, là, depuis son retour. Il faut admettre qu'il marque avec une régularité qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à présent. Non, c'est vrai. Ce serait peut-être bien de trouver une solution, de garder le gros trio ensemble aussi, puis de trouver une solution ou des solutions à l'extérieur, parce que c'est quand même... Sommes-nous en train de parler de défaire cette unité-là qui a été magique samedi? Je reprends tes mots. Non, tout à fait. Peut-être qu'à ce moment-là, Texier pourrait jouer avec Newhook et Demidov, je ne sais pas, mais il y a plein d'options. Est-ce que, à ce temps-ci de l'année, les entraîneurs ont tendance à se retourner vers ce qu'ils connaissent? T'sais? On est plus conservateur qu'innovateur. C'est normal. La tentation de ne pas trop prendre de risques est grande, forcément, parce que tu veux accumuler des points. Donc, est-ce que Saint-Louis va opter pour la carte plus conservatrice? C'est fort possible. Quelque chose me dit que oui. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok officiel de Tellement Hockey, puisque c'est le dernier droit. Il y a quoi, 4 semaines? Combien? Il reste 4 semaines. Ouais. Bon sang. Alors, on a demandé qui causera la surprise dans la LNH. La question était volontairement ouverte. Les gens pouvaient répondre. 3 semaines, pardon. 3 semaines. Il reste exactement 4 semaines, mais c'est 3 finalement. Exactement 3 à la saison du Canadien qui se conclut un mardi. Ah, donc à partir d'aujourd'hui, oui, aujourd'hui même. Celle de la Ligue nationale. 3 semaines? OK. Ouais, celle de la Ligue nationale se termine le jeudi, donc 3 semaines et 2 jours, mais le Canadien termine le mardi 14 avril. C'est à ce calendrier-là. C'est à ce calendrier que nous obéissons. Donc, on devrait avoir un premier match de série un samedi 18 avril. Oui. On ne sait pas avec quelle équipe. Ou un équipe. dimanche 19, mais on peut penser que Montréal... Ouais, on ne sait pas. Quand tu dis un premier match de série, tu veux dire impliquant une équipe la saison locale? La saison se termine je sais, mais... le jeudi. Je pense que le Canadien devrait jouer son premier match. S'il se qualifie. C'est ça. Non, c'est ça. S'il se qualifie, j'ai bien l'impression que le Canadien va commencer samedi 18, oui. Bon, ben... Allez acheter vos... Mais là, on met peut-être la charrue devant les buts. Non. Allez acheter rien parce que le 18, il risque de commencer à l'étranger. Non, c'est ça, mais pour, j'allais dire, des ribs ou quelque chose à la maison, là. OK, bon. Donc, qui causera la surprise dans la LNH sur le TOC? Pourquoi pas? Pale Ale Master, justement. Wipeout, Eric. Tout le monde dit Columbus! Columbus va faire les séries. Sont troisième dans la division métropolitaine au moment où on se parle. Je suis pas sûr qu'il y a autant d'amour pour... il y a beaucoup d'amour pour Columbus dans ce local. Je suis pas sûr qu'ils nous le rendent bien. Le momentum est important en fin de saison. Il y a des équipes qui partent sur une aire d'aller et ils sont très, très difficiles à stopper. Là. Il y a des équipes qui fonctionnent sur les vapeurs d'essence, puis là, tu te demandes s'ils vont se rendre à la ligne d'arrivée. Comme Montréal, comme Détroit. Et depuis 3 semaines, c'est ça, dans les équipes qui sont impliquées dans la course dans l'Est, là, celles qui ont le meilleur rythme. Ottawa, 8 victoires, 2 défaites en temps réglementaire, 1 en prolongation. Columbus, 7-1-3. Boston, 6-2-3. Le Canadien est au milieu, 5 victoires, 4 défaites en temps réglementaire, 1 en prolongation. Pittsburgh joue pour 500, 4-4-3. Les Islanders aussi, 5 victoires, 5 défaites. Aucune défaite en prolongation. Et Détroit, une fiche négative, 3 victoires, 4 défaites en temps réglementaire et 2 en prolongation. Fait que ça donne peut-être une idée. Là. J'ai vu une étude qui a été faite sur toutes les saisons depuis le début de l'ère du plafond salarial dans la Ligue nationale. Et ça arrive très, très rarement que des équipes
qui sont à l'extérieur des séries à un mois de la fin réussissent à se faufiler. Et généralement, pour réussir à te faufiler, c'est arrivé comme 23 fois en 17 saisons seulement. Là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de... Ça arrive comme une fois et demie par année qu'il y a une équipe à l'extérieur des séries. Mais il faut que tu joues il faut que tu maintiennes dans le dernier mois un rythme d'une saison de 113 points. Fait que faut que tu sois très, très performant. On dirait qu'il y a plusieurs équipes qui le font, ça, en ce moment. Hein? Qui maintiennent ce rythme-là. C'est ça, mais il reste 3 semaines. C'est ça. Il y en a qui vont casser, probablement. Exactement. Mais les Sénateurs, c'est impressionnant parce qu'on les pensait larguer. Puis là, ils sont à 2 points des séries avec un match de plus à disputer contre les Highlanders. Et c'est Ottawa, là, honnêtement, s'ils avaient... on a parlé beaucoup des problèmes des gardiens à Montréal. On parle moins... On va moins souvent à l'autre bout de la 417, mais c'est ce qui a vraiment plombé les Sénateurs cette année. Pendant un bon bout de temps, les gardiens ne faisaient tout simplement pas le travail. Ça demeure une des meilleures équipes défensives de la Ligue. Depuis, d'ailleurs, le retour de la pause olympique, ils sont 4e défensivement dans toute la Ligue nationale. Ils donnent 2,31 buts par match. C'est pas mal meilleur que le Canadien. 14 victoires à leurs 19 derniers matchs, les Sénateurs. 14-3-2, c'est très, très bon. Mais là, on a interrompu ton... Non, c'est ça l'idée. Mais... mais ça nourrit... C'est pour nourrir la conversation. Fait que c'est ça, les auditeurs qui pensent que Columbus va réussir à percer... Eux, leur momentum est très, très fort depuis longtemps. Là. Fait que ce serait surprenant que ça casse du jour au lendemain. Donc, c'est définitivement un chouchou là, parmi les réponses qu'on a reçues. Sinon, sur le tube, Daniel qui dit « La vraie surprise sera que la défense du CH devient solide dans les moments importants, comme empêcher les buts des adversaires quand on vient de prendre les devants. » C'est une tendance qui se dessine parce qu'il y a encore du temps pour développer du momentum ou développer une tendance. Et sinon, une petite dernière sur le Gram, Lily qui dit « Les Sharks causeront la surprise en remontant au classement et feront les séries. » Ouais, là, ça commence à se faire tard pour les Sharks. Ils en ont échappé beaucoup ces derniers temps. Ils ont perdu leurs 4 derniers matchs à la régulière. Donc, ils ont laissé pas mal de points sur la table. Ils sont à 5 points des séries. Ils ont quelques matchs en main sur les autres, mais ça se complique pas mal. Les mathématiques ne sont plus de leur côté. Mais le fait que ce soit tellement ouvert, je comprends que mathématiquement, c'est difficile, mais on est vraiment dans il y a une dualité. Là, dans l'Est, il y a congestion. Est-ce que ça... C'est parce qu'on regarde, mettons, les équipes là, dans l'Est là, qui sont comment dire, qui sont pas des surprises. Là. Il y a le Lightning, les Hurricanes, mais tu sais, toutes les autres, là... Est-ce que ça les avantage? Est-ce que c'est et à l'inverse, dans l'Ouest, alors que tout est mou, puis c'est pas clair, puis on risque d'avoir c'est pas Colorado-Dallas au premier tour, ou en tout cas, on risque d'avoir un choc de titans au plus grand plaisir de Gary. Je trouve qu'on a fait une première ronde excitante. Ben oui, j'espère bien. C'est la moindre des choses. Mais est-ce qu'il y a un scénario où... je sais pas, mettons comme dans l'Est, est-ce que pour le Lightning et les Hurricanes, le chemin est plus ouvert? Ben moi, je pense, et c'est démontré, l'histoire des séries éliminatoires le démontre. L'expérience en séries éliminatoires, c'est un facteur de succès. Quand une équipe a une saison extraordinaire et qu'ils n'ont jamais vécu les séries éliminatoires, souvent ça paraît. Les parcours sont moins longs, c'est ça, il y a un apprentissage qui se fait en cours de route. Les joueurs du Lightning ont ça en tête depuis longtemps, là, c'est une autre chance de remporter la Coupe Stanley qui se présente à eux. Eux s'étaient préparés, l'équipe avait été montée en fonction de pouvoir affronter, être capable de sortir les Panthers de la Floride au premier ou au deuxième tour. Puis là, soudainement, les Panthers sont déjà sortis. Les Panthers sont pas dans le portrait. Je dis pas que les séries vont être plus faciles pour eux, mais quand tu as déjà fait ça, quand tu as été bâti pour ça, quand tu as connu le succès déjà, les Hurricanes, on peut dire que c'est une équipe qui déçoit en série parce qu'ils se rendent... Mais ils se rendent quand même loin. 3 carrés d'as. C'est ça. 3 carrés d'as dans les 7 dernières années, je pense. C'est pas... Mais je trouve ça toujours extrêmement ingrat quand on dit des Hurricanes, ils s'écrasent en série, 3 demi-finales, c'est quand même... C'est une équipe qui est extrêmement bien montée, qui est équilibrée, qui a énormément de profondeur. On dirait qu'il leur manque, quand ils arrivent au niveau où l'air se raréfie, là,
Il leur manque Il manque d'attaque. Ils ne sont pas capables de marquer. Ce que nos amis anglophones appellent le star power. Là, les super vedettes qui vont faire la différence, qui vont aller chercher la petite coche de plus. Peut-être ce qui a laissé cette impression-là avec les Hurricanes, c'est qu'à chaque fois qu'ils arrivaient en finale de l'Est, ils se faisaient blanchir. Ils perdaient 4-0. Je pense qu'ils ont mis un terme à une séquence, je dis ça de mémoire, de 13 ou 14 défaites d'affilée en finale de l'Est qui remontaient à leur carré d'âge de 2009. Ils ont fait ça il n'y a pas si longtemps pour se faire sortir en 5 ou en 6. Donc, c'est effectivement, une fois qu'ils arrivaient là, avec la fine fleur, là, vraiment là, la possibilité de remporter la Coupe, là, il manquait de munitions un peu, mais ça reste une équipe éprouvée en séries éliminatoires. Et c'est sûr que si tu nous demandes aujourd'hui qui est favori dans l'Est, c'est le Lightning. Mon timing est donc bien mauvais de vous demander ça aujourd'hui. Et les Hurricanes, ben c'est un peu... Vous demandez ça dans 3 semaines. Non, mais c'est un peu ça que tu faisais. Là. C'est un apéritif. C'est correct, c'est correct. La question est à propos parce que le Canadien va affronter les Hurricanes 2 fois cette semaine. Et le Lightning 2 fois d'ici la fin de la saison. Et le Canadien, on disait que les Blue Jackets ont un momentum de fou. Le Canadien va jouer contre les Blue Jackets cette semaine. Il va jouer 2 fois contre les Hurricanes dans les 6 prochains jours. Et quand on regarde le classement, le Canadien n'est pas loin d'une démotion parmi les équipes non qualifiées non plus. Là, ça se joue. Ouais. Alors, c'est une semaine fondamentale, là, une semaine très difficile. Et moi, je suis très curieux de voir ce match-là ce soir. Les Hurricanes, pour moi, c'est une anomalie statistique incroyable quand tu regardes le classement des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en possession de rondelles. Là. Il y a 16 des 20 meilleurs joueurs de la Ligue nationale en possession de rondelles, le Corsi, là, le contrôle des tentatives de tir, qui joue pour les Hurricanes. Et ce, année après année. 16, c'est fou, là. Puis ils sont premiers, comme ils ont tous les meilleurs joueurs sont dans leur équipe, c'est l'équipe collectivement qui contrôle le plus de tentatives de tir. Fait que ça va être un match. Je trouve que ça va être ces 2 matchs-là contre le Canadien vont être un bon baromètre pour dire est-ce que l'équipe de Martin Saint-Louis est capable de jouer avec maturité dans un match où il n'y aura pas beaucoup d'ouverture, où ils n'auront peut-être pas le dessus? Est-ce qu'ils vont se concentrer fort en défense pour essayer de biffer cet avantage-là? Et les Hurricanes sont mal pris devant le filet. Depuis le début du mois de mars, leurs gardiens sont épouvantables. Ils ont la pire moyenne de gardiens de la Ligue nationale. Leurs gardiens ont maintenu une moyenne de 853. Qui peut te faire mal quand tu affrontes le Canadien. Exactement, parce que le Canadien n'a pas besoin de profiter de beaucoup de chance. Mais j'ai très, très hâte de voir ces 2 matchs-là parce que ça va montrer où on est rendu sur la planche à dessin. La discussion dans le blanc des yeux la semaine dernière, c'est une chose. Mais là, ces matchs-là arrivent peut-être un petit peu vite après la conversation dans le blanc des yeux. De mardi à mardi, là, dans cette semaine-là, comme tu dis, tu as 2 Hurricanes, un Columbus, un Tampa Bay. Il y a beaucoup de stock dans ces... il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. J'espère que c'est mieux la semaine d'après. J'espère que c'est moins... On dira pas ça passe ou ça casse, mais il y a un peu cette impression-là. La semaine suivante, c'est un peu moins pire, mais ils finissent quand même avec Tampa, Columbus, Islanders. Philadelphie en dernier lieu. Mais quand même, 3 de ces 4 derniers matchs-là encore contre des rivaux directs. Donc, et je regardais les autres formations qui luttent pour une place en série aussi. Ça s'affronte. Tout le monde s'affronte. Là. Donc, ça va être particulièrement excitant, mais il n'y a absolument rien de fait. Si je pouvais juste revenir rapidement sur un truc que tu disais sur le Lightning en disant qu'ils ont été bâtis pour affronter les Panthers. Moi, je pense que si on remonte la chronologie un peu, les Panthers ont été bâtis pour sortir le Lightning de Tampa Bay. Parce que quand Tampa Bay s'est fait blanchir par Columbus en 2019, on s'est rendu compte qu'il manquait un petit quelque chose. Et ils sont devenus des mauvais garçons, là. Extrêmement talentueux, une bonne équipe de hockey, mais difficile à affronter, hargneux, combatif, capable de jeter les gants. Ça faisait mal jouer contre le Lightning. Et ils ont ridiculisé les Panthers dans au moins 2 séries durant leur séquence de 3 finales d'affilée, dont 2 Coupes Stanley. Et les Panthers, après coup, j'ai l'impression que c'est là que Bill Zito, quand il a pris le contrôle de cette équipe-là, s'est dit « ça va nous prendre autre chose ». Il va falloir que ça fasse mal nous affronter, qu'on devienne un peu des, je le mets entre guillemets, des jerks nous autres aussi. Et Matthew Tkachuk est arrivé, etc. Alors, je pense que les Panthers sont devenus... Se nourrissent... Mais le monstre que sont devenus les Panthers de la Floride est né de leur rivalité avec le Lightning de Tampa Bay. Et depuis ce temps-là, le Lightning cherche des façons d'hausser le niveau à son tour puis d'être en mesure de répondre. Et le Lightning est devenu hargneux parce que
après une saison historique, ils se sont fait sortir, balayés par les Blue Jackets de Columbus au premier tour des séries éliminatoires. Et là, Julien Brisebois, cette année-là, à la date limite des transactions, on avait dit, écoute, on s'est réunis, notre équipe, on disait, il y a nulle part où on peut améliorer notre équipe. Là. Il était, en termes de talent. En termes de, ils étaient dans toutes les catégories, là, désavantages numériques, avantages numériques, défense, attaque. Ils étaient dans le top 3 de la Ligue partout. Ils disaient, on s'est dit, on n'a rien à améliorer. Ils se sont fait balayer au premier tour. Et là, ils ont été chercher de la robustesse. Ouais. Ils sont devenus... Et ça a donné, là... Ça a donné que les gagnants de la Coupe Stanley, lors des dernières saisons, la majorité du temps, ça a été l'équipe la plus punie de la Ligue qui a gagné la Coupe Stanley. Toujours les Panthers les dernières années. Les Panthers ou le Lightning les années précédentes. Et, ça, c'est incroyable. Et ça a donné dans un match... C'est pour ça que le désavantage numérique est aussi important. C'est ça. Ben oui. Et ça a donné dans un match préparatoire cette saison entre le Lightning et la Floride 322 minutes de pénalité. Dans un match préparatoire. Dans un match préparatoire parce qu'ils ont commencé à préparer ça avant même que la saison commence. C'est ça que ça veut dire. Puis après cette défaite-là contre les Blue Jackets en série, le Lightning a remporté 11 séries d'affilée. Oui. Qui n'avaient pas été fait depuis Mathusalem. Fait que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est pas des batailles d'oreillers. Pas des batailles d'oreillers dans l'Est. J'ai vu ce que tu as fait. Excellente transition. Non, mais d'abord, c'est une bonne réplique de... Vous savez, c'est qui Connor McDavid? Vous étiez là à Milan. L'avez-vous, vous autres aussi? Parle-nous-en. Moi, j'ai découvert là... Je pense que c'est un joueur spécial. C'est pas Joe Veleno. Mais il y a quelque chose quand même. Mais il y a quelque chose, il y a effectivement quelque chose. Alors, il n'est pas juste bon, il n'est pas juste vite, il est le fun, comment dire, il est pas divertissant, mais il y a des choses à dire. Il dit des choses. Il est honnête, McDavid. Il dit des choses. Et enfin, moi, j'en ai parlé il y a quelques semaines. Moi, je trouve que tout ça, là, ça regarde, tout ça étant McDavid à Edmonton, là, je trouve que ça regarde bien mal. Et c'est quoi, c'était samedi, ses commentaires après la défaite contre le Lightning? À mots couverts, veux-tu les mots étaient bon. pas si couverts que ça. Pas couverts, c'est très, très clair. Il aurait pu les emballer plus que ça. Ben, on lui a parlé, on lui a demandé qu'est-ce que vous avez à faire pour devenir cette équipe-là un peu. Ou en fait, qu'est-ce qu'il voyait chez le Lightning. Puis il a dit, c'est une équipe qui est extrêmement bien structurée. Ils sont extrêmement bien dirigés. Ils ont un excellent coach. Tout le monde sur la glace connaît son rôle. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Et vraiment, il était dithyrambique à propos de John Cooper entre les lignes. Il est revenu 2 fois plutôt qu'une sur le fait qu'ils sont bien dirigés. Oui, et après ça, quand on l'a relancé en lui demandant qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce qui vous manque pour devenir cette chose que tu viens de décrire, il a dit il faudrait demander à Knobloch, à Chris Knobloch, son entraîneur, en disant nous aussi, on est bien structurés. On joue ensemble depuis longtemps, on est bien structurés, mais pas autant. Ça ressemble un peu au baiser de la mort, mais quand j'ai lu ça, j'ai fait aïe aïe. Là, je suis allé voir le clip, puis c'est quand même un de ces moments où tu te dis, je sais pas, dans la façon de le dire, il n'a pas l'air de lui asséner le coup de poignard final, le coup de grâce. C'est un petit peu tard pour faire ça. Oui, exact. Mais en même temps, je lisais Mark Spector tantôt, le chroniqueur réputé et reconnu d'Edmonton. L'inspecteur Spector qui disait... Ça, c'est bon, ça. McDavid est parfaitement conscient du poids des mots, de ses mots particulièrement. Il sait qu'il est un des, ou sinon le visage de la Ligue nationale. Ouais. Pas plus tard que la semaine dernière, il est revenu sur la controverse entourant la suspension de Radko Gudas, le 5 matchs pour avoir sorti le genou contre Austin Matthews, en disant, écoutez, à chaque fois qu'il y a une suspension, qu'il y a un cas comme celui-là, il n'y a aucune des parties présentes qui est satisfaite de la conclusion, de la sanction. Alors, il est peut-être temps de revoir le processus. T'sais. Alors, quand il dit ça, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'il est une des voix les plus importantes de la Ligue nationale. Il sait très bien que chacune de ses citations va être scrutée, observée à la loupe, décortiquée, etc. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait quand même, puis il exprime une certaine insatisfaction. Leon Draisaitl, je ne me rappelle plus de ses propos, mais avait aussi, il y a quelques semaines, je pense que c'était avant les Jeux olympiques,
exprimé son mécontentement par rapport à la façon de jouer des Oilers. McDavid récidive. Alors, on peut penser que c'est pas l'harmonie en ce moment. C'est peut-être le temps d'une petite séance de linge sale en famille, parce qu'il a aussi dit, on est conscient qu'on est chanceux de jouer dans cette division-là, la Pacifique, là, parce que dans le fond, ce qu'on pourrait comprendre entre les lignes, c'est que c'est pas si difficile, puis sinon, on serait probablement pas en séries éliminatoires au moment où on se parle. Et c'est là qu'il a sorti la fameuse phrase, on dirait une bataille d'oreillers dans la Pacifique, qui est quand même savoureuse. Ah, c'est une bonne image. Mais enfin, moi, c'est ça. Je pense qu'il va... évidemment, c'est sûr que si les Oilers gagnent la Coupe Stanley, ce sera pas... Ça va être différent. C'est un gros si. C'est un gros si. Et s'il fallait que, c'est ça, qu'il y ait une élimination rapide, et même sans ça, moi, je suis pas convaincu du leadership. Il y a question de Knobloch ici, mais moi, je pense que c'est peut-être encore plus... la gangrène monte encore peut-être plus haut. Je suis pas convaincu que... Tristan Jarry qui s'est... taillé avec ses coéquipiers il y a quelques semaines aussi. Il va être de retour. Là. Ouais. Mais est-ce du leadership de la part de McDavid, ce genre de commentaire rendu à ce moment-ci de la saison? De s'exclure de l'équation un peu ou de pointer... De le montrer un peu le personnel d'entraîneur du doigt publiquement. Parce que derrière les portes closes, c'est probablement nécessaire, mais... publiquement. Mais si tu... Et comme j'essaie de dire, là, je pense pas que c'est seulement Knobloch. Je pense que c'est Bowman aussi. Je pense que c'est cette administration-là. Honnêtement, moi, si j'étais le meilleur joueur de hockey au monde, j'aimerais mieux avoir d'autres... j'aimerais mieux travailler pour d'autres mondes. Oui, exactement. Tu les regardes aller, puis c'est pas... C'est ça. Je pas ça m'apparaît pas de niveau. En tout cas, Connor avait l'air d'accord avec toi. Mais on a, depuis 1000 ans, on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé, mais il s'est passé quelque chose. Il y a une petite connexion. Ouais. Mais quand j'ai écouté ça, c'était pas aussi explicite, mais ça m'a rappelé un peu le baiser de la mort de Carey Price à l'endroit de Michel Therrien. Je sais pas si tu t'en rappelles, Martin. Oui. C'était après une défaite contre Boston, il me semble, assez sèche, quelque chose comme 4-0, alors que le Canadien avait une très bonne équipe. Ils étaient premiers dans leur division à l'époque. Puis Price avait dit il n'y a pas de structure. Croche. Là. Quelque chose comme ça. Là. On joue, il n'y a aucune structure. Il s'était soudainement mis à arrêter, à cesser de stopper les rondelles aussi, Carey. Ouais, là, une semaine après, Michel était parti, Claude est arrivé, puis là, il stoppait les rondelles. S'arrêtait. Oui, mais parce qu'avant, il n'y avait pas de structure. C'est ça. Donc, c'était plus difficile. Là, il y en avait une. C'est pas le temps de congédier. Mais non. Pas le temps de changer. Non, c'est ça. Cet été, gros été. Une élimination rapide. Et à plus forte raison, une exclusion pourrait signifier effectivement la fin de l'association avec Knobloch. Bon, grosse semaine. Hein, j'avais pas vu ça de même. Ce sont toutes de grosses semaines. Celle-là est assez costaud. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment, mon vieux. Un grand plaisir. On se voit vendredi. Mazan. Avec Godini. Avec le Godini. Le prestidigitateur de l'information sportive. Lui-même. Nous, on se voit jeudi. Qui partage un cerveau avec Gascon. Oui, une moitié. Pas juste une affectation, c'est un cerveau. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui. Merci infiniment, mon vieux. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Merci, Jack. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'en est une grosse, alors passez-en une bonne. Je parle de la semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.